Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons parler des types de mises. C'est fondamental puisqu'en fonction des mises, on va pouvoir remporter ou perdre un pot plus ou moins important. Alors que sur Internet, vous avez des boutons qui vous simplifient la vie, en live, vous devez respecter des règles précises qui vous engagent. Si vous ne dites rien, ce sont les jetons que vous posez devant vous qui constituent votre mise. Vous devez les poser d'un seul coup et pas en plusieurs fois, sinon ça s'appelle un string bet, une mise ficelle, et on le voit assez souvent dans les films comme Rounders, où les joueurs misent un petit peu de jetons, puis disent et je relance de 200. Hein, ça n'existe pas. Il faut donner tous ces jetons d'un coup et les avancer en une seule fois sur la table. C'est très important, sinon vous risquez d'être rejeté par le croupier au niveau de votre mise. Une autre règle, si vous posez un seul jeton et que quelqu'un a misé avant vous, ce jeton que vous avez posé est considéré comme un call, c'est-à-dire que vous venez de dire je paye le montant de la plus forte mise qui a été euh, effectuée avant moi. Par exemple, ici, dans cet exemple, on voit qu'il y a eu un raise à 675 et un call de CO à 675 du cut-off. Soyez donc très attentif aux joueurs avant vous et aussi très important, vous ne devez pas miser avant votre tour. En ligne, c'est facile puisque vous ne pouvez miser que quand le focus va sur votre propre euh, bouton, alors que lorsque vous êtes autour d'une table, vous devez faire attention à ce que les joueurs avant vous aient vraiment fait une action comme fold, c'est-à-dire passer, jeter ses cartes, ou bien euh, call, payer une mise, ou raise, relancer de plus qu'une blinde. On va voir toutes ces mises plus dans le détail. Donc il est important de parler à votre tour, sinon vous allez donner une indication au joueur qui était censé parler avant vous. Euh, un autre point très important, c'est de toujours parler, d'annoncer votre mise avant de bouger vos jetons. Car dans le poker en live, la parole prévaut sur les jetons. Par exemple, si vous dites call, ça veut dire je paye le montant de la mise la plus élevée qui a eu lieu avant moi. Si par exemple c'est juste un limp, c'est-à-dire que quelqu'un a misé juste le montant d'une blinde, comme vous voyez ici en MP, il a fait un limp à 120, eh bien euh, le call représenterait 120, votre jeton avancé. Si vous intervenez après un raise, là un raise de MP2 à 675, le fait de poser un seul jeton devant vous est un call et représente le fait que vous engagez 675. Et ensuite, vous allez compter tranquillement vos 675 si vous les avez. Si vous n'avez pas de monnaie, ben vous mettez 1000, un jeton de 1000, c'est pas grave, on vous rendra la monnaie après. Et le call, c'est de poser un jeton en disant call. Et si vous ne dites rien, un jeton veut dire call. Si vous dites raise, ou en français relance, ça vous laisse la possibilité de miser n'importe quel montant, au moins du double de ce que la mise la plus forte avant vous était. Si par exemple la mise la plus forte avant vous était de 120, c'était un limp, bien, le fait de faire raise vous engage à mettre au minimum 240. Si par exemple vous dites raise et que vous ne mettez que 200, eh bien le croupier va vous rappeler que 2 fois 120 fait 240 et donc il faut rajouter encore 40. Donc on peut vous corriger
le croupier va vous corriger. Si vous vous trompez dans vos jetons, ce qui arrive assez souvent au début parce qu'on n'est pas habitué quand on vient d'Internet à la valeur des différentes couleurs de jetons, etc. Eh bien, c'est pas grave, puisque ce qui compte, c'est ce que vous annoncez. Par exemple, si vous dites raise 675, peu importe que vous ayez 675 en jetons, que vous ayez mis le bon type de jeton, etc. Ce qui compte, c'est ce que vous avez annoncé. L'annonce l'emporte toujours sur les jetons. Donc, à part de faire un raise, vous avez la possibilité de simplement faire un call. Le call n'est possible que si vous n'avez pas foldé vos cartes préalablement. Par exemple, le premier de parole dans cet exemple était UTG, Under the Gun, on l'a vu précédemment, et il a passé, il a fold, il a muck ses cartes. UTG plus 1 fait la même chose, fold, on continue dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous avons UTG plus 2, fold aussi. Alors, MP, en middle position, on a vu les positions précédemment. Il fait limp, donc en fait il a dit simplement, il a annoncé call, où il a posé un jeton. Bon, il n'y a pas de jeton de 120, donc il a dû probablement faire un call et ensuite poser 120. Pourquoi? Parce que la grosse blinde fait 120, comme vous pouvez le voir à gauche du joueur BB, grosse blinde. Donc, il a fait ce limp à 120, donc il a payé juste une blinde, il a le droit, mais le joueur en MP2, avec une très bonne main, As-Roi, il fait raise, et là il met 675, ce qui est évidemment plus fort que 2 fois 120. Vous pouvez faire un raise de n'importe quelle valeur, pourvu qu'elle soit 2 fois la mise la plus forte précédente. Le joueur en cut-off a fait call, donc il a engagé 675, donc maintenant nous avons 120 dans le pot, plus 675, plus 675, plus 60 de la petite blinde et 120 de la grosse blinde. Le bouton, lui, fold. La petite blinde qui avait engagé 60 fold, et la grosse blinde qui avait déjà engagé 120 complète en disant call, et elle n'aura à mettre que 555 puisque 675 moins les 120 que la grosse blinde avait été obligée d'engager par conception, par règlement. Les joueurs qui ont déjà foldé, ils n'ont plus voix au chapitre, mais la parole revient à MP qui avait mis 120 et donc qui a, en faisant ça, a la possibilité de call ou même de re-raise, de relancer la mise qui a été payée par deux joueurs et qui avait été faite par MP2. Donc, dans le cas présent de cet exemple, MP choisit de fold, et donc il a fait ce qu'on appelle un limp fold, c'est-à-dire qu'il a payé une blinde, et puis après il s'est couché. Et ça, c'est un betting pattern, une façon de miser typique des joueurs qui sont faibles, parce qu'ils cherchent à voir avec un limp, en payant une blinde, avoir un flop. En fait, il n'est pas parvenu parce que d'autres joueurs plus agressifs ont relancé et du coup, il fold sa main qui était trop faible. Et donc, c'est une très mauvaise idée de limper, spécialement quand on est en début ou en milieu de parole. En tous les cas, le premier à devoir parler, c'est une erreur de débutant. Et je vous conseille de l'éliminer de votre jeu parce que vous allez tomber sur des joueurs qui vont être plus agressifs et qui vont constamment vous voler votre mise de une blinde. Vous savez que limper veut dire boiter
quelqu'un qui boite en anglais, et donc c'est vraiment, considéré comme de limper, comme une mauvaise façon de miser au poker. J'aurai plein d'occasions dans les prochains numéros de Good Morning Poker de vous expliquer plus dans le détail pourquoi c'est une très mauvaise idée de limper, sauf dans des cas bien spécifiques. Donc retenez que le plus petit raise possible est le double de la BB, donc 2 BB, et il est très intéressant d'annoncer vos mises non pas en, en, en blind, vous n'avez pas le droit, mais bien en stack. Donc vous devez dire 675. Vous dites 120. Vous ne pouvez pas dire une bébé ou 3 bébés ou 5 bébés. Ce n'est pas autorisé d'annoncer les mises en bébé. Vous devez les annoncer en stack, en argent ou en jetons. Et au contraire, dans votre calcul à vous, il est très important que vous évaluez les mises et le pot total en bébé, de manière à pouvoir savoir quelle est la proportion de ce que vous devez payer par rapport au pot total. Par exemple, quand la bébé complète les deux autres mises en raise, donc raise et call, donc 675 plus 675, ça fait 1450. Il doit engager donc 1450 plus 120 qu'il a déjà engagé, 240, ça fait 1690, et 60, 1750. Donc il doit engager 555 sur 1750. C'est pas facile à calculer de tête comme ça. Si on réévalue tout ça en blinde, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, on va dire que ça correspond à un tiers du pot ou un quart du pot pour pouvoir voir le flop. Et donc, vous calculez en blind, en big blind, et vous évaluez ensuite le montant de votre call par rapport, ou de votre raise, par rapport au pot, sous forme de fractions. Un tiers du pot, moitié du pot, un pot complet. Si vous misez un pot complet, on appelle ça un pot bet. Si vous misez un demi-pot, un half pot bet, ou un tiers de pot bet, etc. Chacune des mises a une grande signification parce que lorsque vous misez, vous représentez quelque chose en termes de cartes. Par exemple, ici, le joueur qui a fait raise, c'est clair qu'il représente un bon jeu, puisqu'il a fait une relance sur le limp, et donc il montre une certaine force aux autres joueurs. Effectivement, As-Roi, on le verra par la suite, est une très bonne main de départ, et donc c'est pour ça qu'il a fait un raise, et il a misé pour augmenter le pot, puisqu'il pense pouvoir gagner ce pot, et donc il veut qu'il y ait un maximum d'argent dans le pot. Le re-raise est dans la même situation. Par exemple, le joueur au cut-off aurait pu faire un re-raise, et il aurait montré extrêmement de force par rapport au pot et à la relance, au raise de MP2. Avec quoi il aurait pu faire ça? Avec une très belle paire, par exemple, paire de dames, paire de rois, paire d'as, imaginons. Et les gens sont rationnels, ils ne font pas des relances n'importe comment. Si quelqu'un fait une relance n'importe comment avec 7 et 2, par exemple, qui est une main complètement nulle, eh bien, il bluffe. C'est-à-dire que la relance n'est pas représentative de sa main. Donc, vous pouvez faire deux choses au poker, soit être straight, obvious, c'est-à-dire que le montant de ce que vous misez correspond à la force de vos mains, soit vous pouvez inverser, vous pouvez être goofy, c'est-à-dire que vous misez inversement à la force de vos mains. Les deux tactiques sont
possible, tout dépend avec qui. Et comme le poker est un jeu de société, eh bien, vous ne pouvez pas bluffer quelqu'un qui paye tout, et donc vous ne pouvez pas être goofy avec quelqu'un qui est une calling station, quelqu'un qui paye tout. Et vous pouvez difficilement bluffer un débutant qui a la sensation d'avoir la meilleure main. Par exemple, top pair au flop, la meilleure paire. Et, vous ne pouvez pas... vous pouvez faire folder un très bon joueur qui croira que vous avez un bon jeu, alors qu'en fait, il va folder une main meilleure que la vôtre, à condition qu'il soit peut-être un peu timoré. Donc vous pouvez faire folder des joueurs timorés et vous pouvez pas faire folder des joueurs qui payent tout et qui veulent absolument voir le flop et toutes les mains et gagner tous les pots. Donc le poker ne consiste pas à miser uniquement quand on a du jeu, il consiste à tromper ses adversaires en leur faisant croire à tel ou tel type de main que vous avez ou que vous n'avez pas. Et les très très bons joueurs sont illisibles, c'est-à-dire on ne sait jamais quand ils misent pour value, quand ils misent pour augmenter le pot avec une bonne main, ou au contraire quand ils misent pour vous faire folder vos cartes et remporter le coup sans montrer leur main. Alors, pour le re-raise, il y a quelque chose d'important à savoir. On entend souvent le terme de 3 bêtes. Ça correspond à un re-raise, c'est-à-dire quelqu'un a fait un raise, une relance, de au moins 2 bébés, et quelqu'un fait un re-raise, donc il fait au moins le double du montant du raise. Ici, un re-raise serait de 675 x 2, c'est-à-dire 1350. Et donc, imaginons quelqu'un qui dise re-raise 1500, c'est tout à fait correct. Et à ce moment-là, on entend souvent le terme de 3 bêtes. Alors pourquoi on entend ce terme de 3 bêtes? Parce que on considère que la blinde, qui a été obligée de miser au début du coup, correspond au premier bet de cette main, de ce coup. Un bet, ça veut dire une mise en anglais. C'est pour ça qu'il y a plein de sites de paris qui s'appellent bet quelque chose. Ensuite, il y a eu un raise. On considère que le raise, c'est une sorte de deuxième bet, deuxième mise. Et donc du coup, le re-raise, on l'appelle le troisième bet ou tri-bet. On peut de la même manière avoir un 4-bet, une sur-relance, donc la relance et la sur-relance, le troisième bet, voire un cinquième bet, et ainsi de suite, à chaque fois en ayant une multiplication par 2 de la mise précédente. Et évidemment, ça s'arrête un jour, c'est quand on atteint la taille du tapis, du stack. Par exemple, CO, il peut faire un re-raise uniquement de 2310 au maximum, plus 675 qu'il a déjà engagé, donc il aurait pu faire 2985. Donc il peut annoncer re-raise 2985, et autrement dit, tapis, c'est-à-dire engager tout son stack sur un seul coup. Et on va voir un exemple de tapis, de all-in, tout de suite. Et c'est pour ça qu'on appelle la variante de Texas Hold'em no limit, c'est-à-dire la seule limite, c'est tout le stack, tout le tapis que vous avez d'un seul coup. Alors, on a vu pré-flop qu'on pouvait faire des mises. Les joueurs qui n'ont pas misé pré-flop sont éliminés du coup et ne voient pas le flop. Ils ne pourront pas gagner évidemment le pot en question. Il se peut d'ailleurs très bien qu'on n'arrive même pas au flop, c'est-à-dire que quelqu'un fasse un raise pré-flop et tout le monde se couche, et à ce moment-là il a remporté le coup. Il y a également un autre cas où sans miser, sans que personne ne mise, la big blind remporte le coup,
il suffit que tout le monde fold, y compris la small blind, la petite blinde, et donc on arrive à la grosse blinde qui n'a pas besoin de miser puisqu'elle avait déjà misé 120. Elle gagne le coup pré-flop. On appelle ça un walk, c'est-à-dire on marche. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de courir, on a juste marché. Et donc un walk, et la grosse blinde remporte le coup sans même montrer ses cartes et sans miser, sans rien. Voilà, c'est très confortable un walk parce qu'évidemment on a récupéré sa mise et on n'a rien risqué sur le pot. Quand les joueurs sont très timorés, on assiste à des walks. C'est évidemment pas une bonne nouvelle pour la dynamique du jeu. Donc là, on est arrivé au post-flop, on est arrivé au flop. Le flop, valet 4-3 avec deux cœurs et deux cartes qui se suivent, le 4 et le 3. Le premier joueur qui doit se prononcer, c'est les blindes maintenant. Donc là, la petite blinde ayant foldé, c'est la grosse blinde. Donc elle check. Vous avez vu que ce n'est plus le même ordre de départ que pré-flop. Pré-flop, c'est UTG qui parle en premier. Post-flop, ce sont les blindes. Donc du coup, les blindes, elles ont intérêt à ne pas aller post-flop parce qu'elles vont se retrouver en début de parole. Alors, la blinde, on ne sait pas ce qu'elle a, elle dit check, donc ça veut dire parole, et elle ne désire pas miser. Ça ne l'élimine pas du coup, contrairement au fold pré-flop, elle pourra faire un call après, ou bien elle pourra faire même un raise. Dans ce cas, on appellera ça un check raise. On le verra un peu plus tard dans un autre épisode de Good Morning Poker. Et la parole passe au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre qui n'est pas éliminé, donc qui est encore là. En l'occurrence MP2, là c'est nous, hein, puisqu'on voit nos cartes. Et on check aussi. Alors pourquoi on check, pourquoi on ne mise pas, tout ça on va le voir un peu plus tard. C'est extrêmement subtil et c'est tout le jeu post-flop qui correspond à un certain nombre de, de, de stratégies en fonction du type de carte que vous avez et de la manière dont vous connectez avec le flop, c'est-à-dire